tous et à toutes, je vous retrouve pour une 6e vidéo, et cette fois-ci de mon vrai bureau au CESAD. J'ai réalisé cette 6e vidéo avec Annick Chessel et Frédéric Lazorato. Annick Chessel, que vous connaissez déjà, éducatrice spécialisée qui travaille dans un CESAD en Haute-Savoie et tutrice en inclusion parentale pour la Fondation OVE, et Frédéric Lazorato qui se présentera tout à l'heure pendant son intervention. Je les remercie vivement pour leur collaboration. Dans les précédentes vidéos, nous avons abordé le système famille, le système travail, et il nous semblait indispensable de parler également d'un troisième système qui est le système école. Plus que jamais, en cette période de confinement et de crise, le système famille et le système école sont étroitement liés. Et si cette crise et ce confinement étaient l'occasion de repenser les postures des parents et des enseignants et d'aller vers une meilleure collaboration? Tout simplement, et si confinement rimait avec changement? Avec le confinement et la scolarisation à domicile, la famille a dû laisser entrer l'école dans son système et l'école a dû, à son tour, laisser entrer la famille dans son système. Comment ces deux systèmes cohabitent-ils? Comment arrivent-ils ou pas à travailler ensemble? Et quelles pourraient être les ressources mises à disposition pour les parents et pour les enseignants pour une meilleure collaboration? Je vous propose de parler de tout cela dans les vidéos qui vont suivre. L'école face à la crise. Alors, comment penser l'école pour ne pas criser? L'enseignant, entre stéréotypes et paradoxes, c'est tout de suite. Je voulais tout d'abord vous parler des enseignants et de la posture d'enseignants aujourd'hui. Les enseignants actuellement sont en proie à de nombreux stéréotypes. Un rapport de 2017, inhérent à la qualité de la vie au travail, a mis en exergue plusieurs stéréotypes auxquels les enseignants sont confrontés. L'un des stéréotypes le plus fréquent est le suivant. Les enseignants ont tout leur temps, ils ont la chance d'avoir toutes les vacances scolaires. Ou encore, les enseignants sont peinards, ils ne travaillent pas beaucoup dans la semaine. Eh bien, la réalité est bien différente et c'est ce que nous voulons mettre en exergue dans cette vidéo. Les enseignants sont des acteurs essentiels à l'instruction des élèves et des enfants en général, mais pas que. Ils ont énormément d'influence sur les enfants et il est nécessaire de vraiment repenser leur posture et leur place. Car un autre des stéréotypes serait de dire que le métier d'enseignant serait gratifiant et valorisé. Il n'en est rien. Je pense que de nombreux enseignants pourront me rejoindre sur le fait qu'actuellement, le métier d'enseignant est plutôt mis à mal, voire dévalorisé, de par les stéréotypes, mais pas que. Un bilan annuel de l'UNCA met en exergue que 93% des enseignants aiment leur métier, mais que seulement 77% y trouvent un sens. Et donner du sens à son métier est un élément indissociable du bien-être au travail. Je souhaitais vous parler de la posture des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants n'ont pas la même place que jadis. Aux yeux des familles, l'enseignant n'a pas la même place qu'avant. Parents et enseignants peuvent se trouver parfois en conflit. À l'époque, l'enseignant représentait le savoir aux yeux des familles et il était impensable d'aller venir questionner sa place ou sa posture auprès de l'élève. Actuellement, nous entendons dans de nombreux médias que des parents ont pu aller critiquer des enseignants, voire dans des cas extrêmes les violenter. Outre les stéréotypes auxquels sont confrontés les enseignants aujourd'hui, de notre point de vue, ils seraient également confrontés à de nombreuses injonctions paradoxales et seraient donc dans un paradoxe qui peut parfois réellement les malmener, notamment dans leur lien avec les familles. Oui, je parle de paradoxe pour les enseignants, mais d'où viendrait ce paradoxe? Pour vous illustrer mes propos, je vous propose de vous parler des 4 qualités de l'intervenant. Dans leur ouvrage Provoquer le changement, Reynaldo Perón et Yara Doumid-Nofal parlent des 4 qualités ou 4 piliers de l'intervenant. Ces 4 piliers et 4 qualités sont essentiels afin d'essayer de provoquer un changement chez son patient, chez son client ou pour les enseignants, chez leurs élèves. Car les enseignants sont bien placés pour provoquer le changement, n'est-ce pas? Je vous propose ce petit schéma et ces petites explications pour vous mettre en lumière ces 4 qualités de l'intervenant. C'est parti! Selon les auteurs du livre Provoquer le changement, l'intervenant serait donc l'opérateur ou l'agent du changement. Il pourrait être directement contacté par une personne ou mandaté par des instances supérieures, ce qui pourrait être le cas de l'école. Les 4 qualités de l'intervenant étant l'autorité, la responsabilité, le pouvoir et la légitimité. Ces 4 qualités sont bien sûr reliées les unes avec les autres. Parlons tout d'abord de l'autorité. Celle-ci représente la crédibilité que l'on s'accorde appuyée sur la connaissance et l'expérience. Pour les enseignants, l'autorité nous semble être une qualité assez prégnante dans leur profession. Néanmoins, l'inclusion scolaire a mené de nouveaux publics dans les écoles. Je pense aux enfants présentant des troubles des apprentissages et les enfants en situation de handicap. Quand bien même des classes spécialisées leur sont parfois spécialement destinées,
Certains élèves restent dans des classes dites ordinaires et parfois l'enseignant est peu ou pas formé à l'accompagnement spécifique de ces élèves, ce qui peut le mettre en difficulté et altérer cette fameuse autorité. De l'autorité découle la responsabilité, qui est la capacité d'assumer les conséquences de ses actes. Dès lors, avec cette lecture, l'enseignant devrait pouvoir être pleinement garant de ses actions auprès de l'enfant et il devrait pouvoir anticiper la portée de ses actes sur et envers l'enfant en posture d'élève. Mais cette responsabilité est fortement corrélée à la notion de pouvoir, qui représente le troisième pilier de l'intervenant. Car sans pouvoir, il n'y a pas de responsabilité, car peu d'autonomie. Le pouvoir représente la qualité particulière liée à la capacité à produire un effet. Je m'explique. C'est la capacité qu'un intervenant aurait de produire une différence, un changement tel qu'il soit, sur une autre personne. Le pouvoir représenterait alors une disponibilité, une volonté d'amener chez l'autre, ici en l'occurrence l'élève, un effet, un changement, même si le type de changement n'a en soi pas grande importance. La dernière et quatrième qualité de l'intervenant est celle qui nous paraît fondamentale. En effet, la légitimité représente ce qui est fondé en droit, en justice et en équité. Cette qualité renvoie à la posture légale de l'enseignant, à sa place reconnue par la collectivité et la société. Aujourd'hui, l'enseignant n'est pas, à notre sens, pleinement légitime. Comme nous l'avons vu, les stéréotypes qui lui sont attribués ont la vie dure. Il est pourtant le garant de l'instruction de l'enfant-élève, mais il n'est pas reconnu pour être un acteur de changement sur le plan individuel, comme pourrait l'être par exemple un professionnel du médico-social. Nous pensons pourtant qu'il devrait l'être. De notre point de vue, cette légitimité est vraiment mise à mal chez les enseignants, de par les missions qui leur sont confiées et toutes les injonctions paradoxales auxquelles ils sont confrontés. Je vous propose, afin de parler de cette notion de légitimité, d'écouter Annick Chessel, éducatrice spécialisée dans un CESAD en Haute-Savoie, qui va un peu nous parler du lien entre l'éducateur en CESAD, qui pour le coup a cette légitimité selon nous, et l'enseignant qui malheureusement n'a pas accès à cette légitimité, et pas parce que l'enseignant n'en a pas le désir ou la volonté, mais bien parce que les injonctions paradoxales dans lesquelles il est pris ne lui permettent pas d'avoir cette légitimité. Alors, éducation nationale, éducation spécialisée, vaste programme. Quelle est la mission d'une éducatrice en CESAD au sein de l'école? Rivalité, collaboration, quelle est la posture envisagée? Pour rappel, la mission principale d'un CESAD est d'accompagner l'enfant ou l'adolescent qui nous est orienté dans son parcours de scolarisation et de formation professionnelle pour certains. Nous sommes donc souvent un maillon clé, de fait, en lien avec l'institution école. Notre mission, comprendre et agir sur l'environnement, pas dans une forme de toute-puissance, mais dans l'idée d'un partage de compétences. Les mots-clés de cette relation éducateur-enseignant: informer, sensibiliser les professionnels de l'éducation nationale sur la situation de l'enfant pour les nouveaux élèves accueillis par le service, mais aussi recueillir les informations quant au parcours de scolarisation des enfants déjà scolarisés. Il s'agit de créer les conditions d'un partenariat. Il s'agit là de construire une relation de confiance, d'affiliation, qui ne mette pas en jeu un sentiment de concurrence ou de rivalité, mais bien une relation propice à une collaboration. Tout au long de l'accompagnement, il va s'agir d'apporter un étayage, c'est-à-dire de croiser les regards, de faire évoluer ceux-ci si nécessaire. Valoriser les choix, valoriser les outils mis en place, constater ce qui fonctionne et co-construire, je dis bien co-construire, des stratégies d'aide avec l'équipe enseignante si celles-ci doivent évoluer. À aucun moment, notre posture est celle d'un sachant. Nous sommes complémentaires. Nous montrons à voir, nous donnons du sens, nous amenons des éléments de compréhension en s'appuyant sur certaines données de la situation familiale, sur les freins et les opportunités de celle-ci. Il s'agit de permettre à chacun d'éventuellement sortir du jugement et pouvoir prendre en compte ces éléments pour personnaliser et adapter au mieux les stratégies. Rassurer les professionnels afin que les difficultés de l'enfant ne soient pas vécues comme un échec de leur part. Nous constatons tous les jours combien l'inclusion des enfants porteurs de troubles est compliquée, difficile au sein d'une classe, d'une école. Combien les enseignants sont sollicités sur des troubles très différents les uns des autres, demandant des aménagements multiples
qui ne sont pas simples à réaliser. Vous l'aurez compris, l'enseignant reste, quoi qu'il en soit, maître de sa classe. La présence de l'éducatrice du service vient juste se juxtaposer comme élément de dialogue, de mise en lien, de coordination dans la mise en œuvre du projet de l'enfant. C'est la mise en lien des compétences spécifiques de chaque corps de métier et non pas la concurrence des unes sur les autres.